Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité, de me donner l'opportunité de parler ici. C'est toujours très agréable de venir à la BPI, qui est un vrai soutien pour les technologies quantiques en France, pour nous les startups. Donc je suis le président de VeriCloud. Pour nous présenter un petit peu, nous, on travaille sur les réseaux quantiques. On n'est pas une société de QKD, à proprement parler. Et en fait, les sociétés de QKD qui font de la QKD dans le monde, on voit que ce sont souvent des sociétés qui font de la physique, et ils font de la très très bonne physique. Pas quelque chose que je remets en cause. Mais nous, on essaie de se placer sur les autres segments disponibles, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait des applications avec la communication quantique. Et puis, il y a toute une architecture logicielle à construire en dessous pour faire fonctionner les choses. Donc la première chose peut-être qui nous caractérise, c'est ça, c'est qu'on a cette motivation qui est vraiment du haut, là, qui vient d'en haut là, sur les applications. Et puis la deuxième, c'est qu'on a une vision un peu à long terme. Notre horizon s'étend assez loin, je vais expliquer un petit peu ça plus tard. On a une vision un peu à long terme de l'évolution de ce qu'est la technologie quantique. On n'est pas juste focalisé sur ce qui se fait aujourd'hui en distribution de clés quantiques. Donc, j'ai peut-être pas besoin d'insister beaucoup pour faire passer ce message aujourd'hui ici, mais c'est quelque chose sur lequel j'insiste quand je rencontre des gens qui, notamment, connaissent pas forcément bien les technologies quantiques. C'est que les réseaux quantiques, c'est des choses qui existent. On en trouve dans le monde, et on en trouve pas mal. J'en ai plusieurs exemples ici, et on en trouve aussi depuis longtemps. Ça, alors, ils ne sont pas du tout tous dans ce tableau-là, mais on en trouve depuis longtemps et dans le monde entier. Voilà, ça c'est le premier message de mon exposé. Donc, ça dit quelque chose en termes de maturation technologique. Par exemple, si on voulait faire un comparatif avec l'ordinateur quantique. Un des très beaux exemples, l'exemple le plus abouti de réseau quantique, c'est évidemment le réseau chinois. Je vais détailler un petit peu ce que j'en pense et revenir sur peut-être les objections que faisait Sébastien Kuhn-Jacques dans la session précédente. Et évidemment, on a une motivation aussi européenne aujourd'hui avec le projet EuroQCI, auquel on participe, nous, alors pas avec Thales, mais avec Airbus en tant que prestataire. On participe à l'étude de faisabilité. Donc, le réseau chinois que je représente ici, s'il a été construit, c'est parce qu'il y a quelques avantages à la communication quantique qui sont bien connus dans le monde. Et la première chose, on a quelque chose mathématiquement qu'on peut démontrer, c'est cette sécurité inconditionnelle. La sécurité, elle repose pas sur des principes, sur une difficulté supposée de résoudre des problèmes, comme la cryptographie qu'on utilise aujourd'hui, mais on a cette sécurité inconditionnelle. Donc pour des gens qui sont très très paranoïaques, et il faut être paranoïaque en cryptographie, c'est quelque chose d'intéressant. Mais peut-être ce qui est plus intéressant, c'est les conséquences de ce principe-là. Si on cherche à assurer vraiment une sécurité à long terme, comment est-ce qu'on fait? Avec la cryptographie quantique, ça devient très naturel, la sécurité à long terme. Et ensuite, des choses qui nous sont plus personnelles à nous, sur les avantages, mais qui sont quand même citées, notamment dans les projets européens, c'est que, en termes d'application, on va au-delà de la QKD, même sur des réseaux actuels. On pourrait aller au-delà de la QKD. Et puis, il y a cette transformation, mais alors là, on parle de très long terme, vers un quantum Internet. Concernant les désavantages, on a vu, l'ANSSI nous a bien expliqué pourquoi c'était très compliqué la QKD. On a ce problème de la distance, effectivement, on ne va pas très loin quand on fait de la QKD, une centaine de kilomètres entre deux nœuds. Donc c'est un problème, et il ne faut pas imaginer qu'on va du jour au lendemain connecter tout un pays avec de la QKD. Et puis c'est très cher, chaque nœud ici sur mon architecture, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement. Non seulement c'est cher, mais en plus c'est difficile à déployer. Il faut aller des infrastructures. Alors, on peut faire dans la fibre, mais il faut quand même des boîtiers spécialisés. Il faut dédier de la fibre, etc. Tout n'est pas magique pour obtenir ces avantages. Et par ailleurs, on peut pas imaginer qu'on puisse remplacer l'usage qui est fait aujourd'hui de la cryptographie actuellement, qui quand même ce qui nous a donné, c'est un des fondements de la société de l'information actuelle. On ne peut pas imaginer qu'on va remplacer ça du jour au lendemain avec de la cryptographie quantique, et même à long terme, ce n'est pas quelque chose auquel rêvent les gens, je pense. Alors nous,
pardon, pour revenir ici sur ce transparent 2 secondes, on a quand même ces deux contraintes qui sont un peu opposées. D'une part, on a une distance entre les nœuds qui est très limitée et donc on ne peut pas communiquer loin. Puis d'un autre côté, on a des infrastructures qui sont très chères et donc on a envie de connecter des nœuds qui sont suffisamment importants. Il faut que ce soit critique pour se dire, ben moi, pour atteindre ce niveau-là de sécurité, je suis prêt à payer très cher en coût d'installation et en coût d'usage. Donc on a, et les nœuds évidemment critiques, ne sont pas forcément proches les uns des autres. Donc on veut aller loin, mais on ne peut pas aller loin. Donc il y a un certain nombre de startups dans le domaine qui font des choses très intéressantes pour essayer de juguler ces deux contraintes, soit pour aller plus loin, on a vu les deux dans l'exposé précédent, soit pour aller plus loin, par exemple avec les répéteurs, soit pour faire moins cher, par exemple avec ce que fait Ketz. Voilà. Donc on reste dans le domaine de la physique, on améliore le hardware pour essayer de juguler ces contraintes et puis peut-être baisser le niveau de criticité des infrastructures qu'on va connecter grâce à une baisse des coûts. Alors nous, on a une approche complètement différente de ce problème, et c'est vraiment le deuxième message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que avec cette vision centrée sur les applications, il y a du travail à faire pour améliorer les choses en travaillant pas seulement sur le hardware, mais aussi sur les protocoles, les architectures. Et on va voir que ça a des conséquences très concrètes sur les coûts de déploiement, etc. Une architecture, on veut être capable de faire des architectures bien pensées pour des cas bien spécifiques. Et nous, ce qu'on propose, c'est ce concept qu'on appelle la Q-Line, qui va connecter un certain nombre de points, donc là 8 sur mon schéma, avec un matériel qui est extrêmement limité. C'est beaucoup plus léger en termes d'architecture matérielle qu'un vrai réseau QKD. Et pourtant, sur ce réseau, qui est relativement simple, qui utilise une seule fibre, on dit, on va pouvoir échanger des clés entre n'importe quel point du réseau. Alors pourquoi est-ce que... alors comment on le fait? Je ne vais pas vous détailler ici comment ça fonctionne, mais on a un papier technique que je peux vous envoyer si vous êtes intéressé. En revanche, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça? C'est que si on regarde un réseau QKD, donc ce qu'on a à droite ici, on va utiliser du matériel qui est spécifiquement quantique dans tous les nœuds. C'est-à-dire qu'à chaque nœud, on va mesurer ce qui se passe, et puis c'est ce qu'on appelle les nœuds de confiance, comme on a vu sur le réseau chinois. On va mesurer ce qui se passe et puis réémettre un nouveau signal. Et donc chaque nœud coûte très cher. Et nous, ce qu'on fait, c'est assez différent, c'est qu'en fait, on va générer d'un côté, on va générer au point A, là, sur le graphique de gauche, un photon unique. Donc ça, c'est du matériel spécifiquement quantique. On va le détecter, ça c'est à nouveau du matériel spécifiquement quantique. Mais par contre, sur les autres nœuds du réseau, on va se contenter de moduler le signal, c'est-à-dire encoder, décoder l'information, mais sans... Enfin, cette phase de génération, elle n'est faite que de génération et de détection, elle n'est faite qu'aux deux extrémités. Donc tout ce matériel qui est spécifiquement quantique, qui est très cher, on l'économise. Alors, évidemment, il y a une différence, c'est qu'en QKD, on dit la distance entre deux points, c'est environ 100 km. Donc ça veut dire que sur mon réseau QKD, entre A et B, j'ai 100 km, entre B et C, j'ai 100 km, etc. Nous, avec Q-Line, on est dans un régime qui est différent, c'est qu'entre A et H, j'ai 100 km. Donc je suis dans un régime où je vais vouloir mettre beaucoup de points sur une petite distance. Et alors pas forcément sur ce régime-là, mais ce que je veux, il y a deux conclusions à cette construction-là. La première, c'est que parce que j'ai économisé sur le matériel, le prix par bit de clé, il descend drastiquement. Et la deuxième, c'est que j'ai aussi quelque chose d'un peu simplifié ici en termes de confiance, parce que j'ai plus ces nœuds de confiance. Mes points intermédiaires ici, ils apprennent jamais rien. Sur un réseau QKD, en Chine, quand vous connectez une banque et un prestataire de services informatiques, par exemple, il y a un nœud de confiance du gouvernement entre les deux qui voit ce qui se passe, enfin qui peut potentiellement voir ce qui se passe entre les deux. Il ne faut pas se poser la question outre mesure si on veut utiliser le réseau. Ici, on n'a plus ces nœuds de confiance, donc en termes de sécurité, on a une définition qui est différente, encore une fois, pour un autre régime, un régime de petite distance. Donc ça, cette Q-Line, c'est spécifiquement notre domaine. C'est nous qui développons ce genre d'architecture, les logiciels. On fait de l'intégration de matériel parce que le matériel est un peu différent. Enfin, on peut le faire avec du matériel QKD standard, avec du matériel qui est développé pour la QKD, mais il faut l'intégrer d'une façon un petit peu différente.
Et une question, bon, c'est tout ce que j'ai raconté tout à l'heure. Une question qui est intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'on veut se ramener à cette échelle-là? Et ça, encore une fois, ce n'est pas spécifiquement notre domaine, c'est des choses qui se font aujourd'hui par d'autres personnes, n'est-ce pas? Qui sont considérées par d'autres personnes, d'aller travailler sur ces échelles-là et de ramener la communication quantique sur ces échelles-là, donc à l'échelle de quelque chose qui ressemblerait à un réseau plutôt de type Ethernet, de faire cette infrastructure hybride entre classique et quantique. Et on a une application qui est très belle, qui est très intéressante, qui a été développée, à ma connaissance, par nos amis justement de Darmstadt, dont est issu Stefano, qu'on a entendu tout à l'heure ce matin. Tommaso, pardon. Et l'idée, c'est quoi? C'est un peu contre-intuitif, mais c'est assez joli quand on regarde en pratique. C'est de combiner cryptographie classique et cryptographie quantique pour assurer la sécurité à long terme du stockage. On ne parle pas de sécuriser les communications entre deux points, on parle de distribuer vos fichiers, vos clés privées par exemple, ou vos données médicales entre plusieurs serveurs ici dans une infrastructure de cloud par exemple. Et grâce à cette combinaison de cryptographie classique et quantique, on va pouvoir assurer une sécurité à très long terme, par exemple, la résistance aux ordinateurs quantiques. Enfin, on va ramener sur cette échelle-là, pour le stockage, encore un, tous les avantages de la cryptographie quantique. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident, enfin, c'est pas du tout évident dans de nombreux cas qu'on puisse le faire avec des réseaux QKD, parce qu'on a ces contraintes de prix qui sont extrêmement importantes. Alors, je reviens sur ce transparent un petit peu. Donc là, je vous ai parlé de ce qui monopolise beaucoup de notre effort, qui est vraiment l'extrémité gauche ici de la ligne de temps. Et je voulais parler un petit peu dans le temps qui me reste. Je ne sais pas combien je peux avoir de temps maintenant. 5 minutes? Ok, 5 minutes, c'est très bien. Un peu de quelle est notre vision, en fait? Qu'est-ce qui nous a amené à nous poser ce genre de questions? Et pourquoi est-ce qu'on veut développer la partie logicielle? Alors, à la fin de l'histoire, je disais, on a cette idée de Quantum Internet. Le Quantum Internet, un des cas particuliers, c'est le cloud quantique. Le cloud quantique, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, j'ai un certain nombre de fabricants d'ordinateurs quantiques, et ce n'est pas forcément les meilleurs, mais la raison pour laquelle je les cite tous, tous ceux-là, c'est parce qu'ils utilisent des technologies très très différentes les unes des autres. On a vraiment plein de technologies différentes ici qui sont représentées sur cette planche. Et le point commun, en fait, entre toutes ces technologies, de toutes ces entreprises, c'est un peu leur business model. Ils disent, moi, mon ordinateur quantique, il va coûter super cher, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le cloud, et comme ça, je vais donner accès à mes clients à l'ordinateur quantique qui pourront envoyer leurs calculs. Maintenant, si vous êtes une entreprise pharmaceutique ou même une institution financière, par exemple, qui veut faire de l'optimisation de portefeuille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez envoyer vos données à Google, l'algorithme et les données pour faire votre optimisation. Donc ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème pour les gens et c'est un frein. Enfin, c'est un frein. C'est pas un frein au développement de l'ordinateur quantique aujourd'hui, mais c'est un problème sur lequel il faut se pencher. Et il se trouve qu'on a une solution, du moins en théorie, on a une solution qui fonctionne bien, qui est le Blind Quantum Computing, que Christophe évoquait dans son intervention. Le Blind Quantum Computing, c'est quelque chose qui est bien compris, qui nécessite de connecter un ordinateur quantique à un réseau quantique, à un Quantum Internet précisément. Et si on sait faire ça, alors, c'est magique, mais ça fonctionne, on peut déléguer des calculs sans que le serveur apprenne ce qu'il est en train de calculer. Il se trouve que, alors c'est évidemment à long terme, puisqu'il faut déjà un Internet quantique, il faut des ordinateurs quantiques, mais il se trouve qu'il y a des intérêts à développer ça dès aujourd'hui, parce qu'il y a un certain nombre d'applications à plus court terme, si on est capable de faire ça. Et nous, on a un projet en cours, justement, avec le hub anglais qui s'appelait NKit jusqu'à l'année dernière et qui vient de changer de nom, de développement pour ce genre d'infrastructure client-serveur. Ils ont monté une mini-infrastructure client-serveur, et nous, on écrit des programmes pour cette infrastructure. Donc ça, c'est la fin de l'histoire, mais entre les deux, il se passe plein de choses. Je passe très vite dessus. Tout est détaillé dans ce projet formidable Quantum Internet Alliance. C'est un projet du flagship européen dans lequel on trouve 26 institutions académiques, grandes entreprises, start-up, banques, etc., opérateurs d'infrastructures. Donc c'est très très varié. Et on a un programme de développement en fait pour ce Quantum Internet qui est assez clair, qui se base sur l'idée suivante. Alors ça c'est le papier qui décrit toute cette théorie.
Et le graphe qu'il faut avoir en tête, c'est cette chose-là, à savoir qu'au fur et à mesure du développement d'un tel réseau, évidemment, il y a plein de technologies à développer sur le chemin. C'est celles qui sont listées à gauche, les répéteurs, bientôt disponibles. Et bien, au fur et à mesure que je vais intégrer ces technologies dans mon réseau, je vais débloquer de nouvelles applications. Les applications, certaines sont connues, d'autres sont en cours d'investigation, on va dire. Nous, on s'intéresse à la partie un peu plus business de ces applications. Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qu'on a envie de déployer? Pourquoi? Pour quelles applications? À quel coût? Etc. etc. Et on a un outil qu'on a mis en place qui est complètement libre. Enfin, nous, on l'héberge, mais c'est un outil collaboratif. C'est un zoo des protocoles qui permet justement de commencer à s'intéresser à ces questions-là. Quels sont les protocoles pour les réseaux quantiques? De quelle technologie j'ai besoin pour les déployer, etc. etc. Donc pour finir, ça c'est nous. Pour finir, ce que je voulais dire, je voulais juste rappeler les trois messages. Les deux que j'ai dit explicitement, c'est d'une part que les réseaux quantiques, ils existent déjà. Et le deuxième, c'est qu'en travaillant sur les architectures, on peut améliorer, enfin on peut aller, disons, s'attaquer à de nouveaux cas d'usage qui ne sont pas forcément couverts par la QKD telle qu'elle est pratiquée, définie, étudiée en pratique. Et le troisième, c'est que les applications, ça va au-delà de la QKD. Nous, on est à court terme, on développe déjà de nouvelles applications sur la Q-Line et j'espère que au mois de juin, quand on se revoit ici, on pourra en parler justement. Voilà, merci. Je vais te demander si vous avez déjà déposé des brevets sur ces approches. Ouais, alors. Est-ce que c'est dans les cartons pour bientôt? Oui, on en a un. Alors, sur. Oups, là, j'avance, je ne vais pas donner le talk suivant. Sur la Q-Line, bon, c'est pas grave. Sur la Q-Line, en fait, j'ai passé plein de détails. J'ai passé plein de détails sous le tapis. Il y a beaucoup à faire pour faire fonctionner cette chose-là. On a une architecture, on a un protocole. Le protocole, il faut rajouter un peu de cryptographie. Il y a des nouvelles attaques par canaux cachés auxquelles il faut s'intéresser. Donc, on a un brevet sur ça, effectivement. Puis après, on a d'autres applications dans les cartons. On verra encore